Je suis Olma, la machine de la connaissance. Chaque semaine, je me connecte à la Station Spatiale Internationale pour prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Avec moi, il y a Sophie Becherel. Elle est journaliste scientifique à France Inter et c'est elle qui m'aide à mieux comprendre la folle aventure de l'astronaute français. Bonjour Olma, ça y est, la connexion est établie. Allô Olma ? Bonjour Thomas. Bonjour à tous les auditeurs. Thomas, comment est-ce que vous occupez votre temps à bord de la station ? Vous arrivez à regarder des films par exemple ? Non, alors on regarde pas la télé directement. En fait, si par exemple on veut regarder un film ou une série, eh ben la NASA ou l'ESA peuvent par exemple acheter le DVD ou le Blu-ray. On a un petit budget pour ça, pour que les astronautes aient des films. Et ensuite ils nous l'envoient, enfin ils le mettent en fichier vidéo et nous l'envoient à bord de la station. On peut le regarder sur nos ordinateurs. Donc on peut faire ça. Par exemple quand on fait du sport, on peut regarder des films ou des séries. Sinon, après, on peut aussi parfois avoir la télé presque en direct. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Mais quand il y a des bonnes communications, c'est pas tout le temps. Hein. Tu sais que quand les communications par satellite marchent bien entre la station et le sol et la Terre, on peut avoir une vidéo presque en direct. Alors ça, mais c'est plus rare, c'est pour les grands événements, on va dire. Les Américains regardent par exemple le Super Bowl, la finale du football américain. Mais s'il y a par exemple, tu sais, les Jeux Olympiques, ou je sais pas, si moi je dis que je veux regarder l'équipe de France de rugby, et ben peut-être qu'ils peuvent me trouver un match en direct le samedi après-midi. Donc ça, c'est un peu plus rare, mais on a aussi cette possibilité-là. Est-ce que vous avez le temps de fêter des événements à bord de l'ISS ? Et comment vous faites ? Ça dépend, en fait, des nationalités qui sont à bord. Les Russes aiment bien avoir leur jour férié à eux. Par exemple, le 12 avril, le jour de la cosmonautique en russe, l'anniversaire du vol de Yuri Gagarin, c'est très important pour eux. On fait souvent de Noël, le jour de l'an, mais c'est pareil avec le calendrier orthodoxe. Les Russes ont le nouveau jour de l'an et l'ancien jour de l'an. Donc ça fait déjà 3 jours fériés en décembre, janvier. Pour ceux qui ont une mission en hiver. Nous, on a une mission en été, donc on choisit un petit peu, sans doute le 4 juillet, pour les Américains, la fête nationale. On parlait du 14 juillet aussi, parce qu'il y a un Français à bord, ou des jours fériés japonais. Voilà, on s'arrange un petit peu, on décide ça entre nous, en fonction de ce qui fait le plus de sens. Et ensuite, il y a plein d'occasions à célébrer. Évidemment, les anniversaires, en ce moment, malheureusement, non, c'est plutôt super, mais tous les jours, on a quasiment quelque chose à célébrer. Moi, j'ai fêté 200 jours dans l'espace, Shane 200 jours dans l'espace une semaine après, Oleg 365 jours dans l'espace. Voilà, il y a plein de petits événements comme ça qu'on ne sent pas vraiment, mais on en profite pour tous se réunir autour de la table. En général, c'est comme ça, on n'a pas non plus 10 000 possibilités, donc on dîne ensemble. Le standard, c'est plutôt la nourriture américaine, mais les Russes amènent de la nourriture russe. Moi, je sors ma nourriture française, faite pour l'occasion. Et puis voilà, on passe un petit moment. C'est évidemment pas des soirées qui durent jusqu'à 2h du matin, c'est certain, mais on passe 1 heure ou 2 autour de la table. Parfois, on décore des ballons, on fait une banderole pour un anniversaire, un truc un peu rigolo. Il y a Oleg qui a dessiné sur son t-shirt pour fêter ses 365 jours dans l'ISS, un t-shirt par semaine, mais il a décidé de l'égayer un petit peu en dessinant un patch de l'expédition 365. On est l'expédition 65 normalement, 65e équipage de l'ISS. Lui, il a décidé que ce serait 365, qui a fait un truc un peu marrant. Voilà, on essaie d'être un peu créatif, mais les possibilités sont limitées. Est-ce que vous êtes bien installé ? Et est-ce que chacun a son espace personnel ? Oui, maintenant on s'est vraiment installé dans un rythme de croisière, on va dire, croisière, parce qu'on est un peu dans un gros bateau, donc chacun a sa cabine. La métaphore s'applique aussi pour les lieux de repos. C'est super important parce que c'est le seul petit espace privé dans un énorme espace public. Alors public parce qu'on le partage tous ensemble, mais aussi parce que souvent pendant la journée de travail, il y a les caméras du centre de contrôle qui sont là, donc c'est pas Big Brother, mais on est quand même, ça les aide beaucoup et c'est normal. Donc c'est quand même assez public tout ce qui se passe dans la station. Voilà, ça fait plaisir d'avoir son petit espace à soi, on écrit des emails, on appelle sa famille, ses amis, c'est là qu'on dort, c'est là qu'on se change, c'est là qu'on se brosse les dents, qu'on se rase si on a envie. Et puis on la décore un peu, on a le sac de couchage au mur, et puis les gens mettent les photos de leur famille, des choses qui leur font plaisir, des objets familiers. Moi la mienne n'est pas encore très très décorée, parce que c'est le début de la mission, parce qu'on vient juste d'emménager. Mais d'ailleurs, je vais peut-être en changer, parce que vu que Shane dort encore dans le Dragon, on va essayer d'installer une cabine un peu provisoire à bord de Columbus, et comme c'est en territoire européen, il est normal que ce soit moi qui emménage et qui l'investisse. Donc voilà, déménagement à prévoir pour le courant de la mission. Thomas, il paraît que vous avez fait l'expérience GRASP. C'est quoi cette expérience ?
Oui, alors GRASP, une expérience sur le système nerveux central, en fait. L'idée, c'est que on fait tous les jours des tâches hyper compliquées sans se rendre compte, en fait. Et vraiment, l'exemple un peu typique, c'est les sports de balle. On vous lance une balle un peu n'importe comment, on arrive à l'attraper avec la main. Donc ça, c'est hyper complexe quand on y pense. Le cerveau arrive à anticiper la trajectoire de la balle et à envoyer la main en un temps record exactement au bon endroit, avec à peu près la bonne force pour l'attraper. Donc c'est du domaine de la coordination. Mais on comprend pas très bien les mécanismes de ça. Donc vraiment l'expérience GRASP, c'est ça, c'est d'essayer d'aller regarder comment tout ça s'est codé, comment le cerveau peut envoyer des ordres et de quelle manière l'interaction se fait, et d'essayer d'explorer un petit peu ce phénomène-là et d'en apprendre plus là-dessus. Et l'idée pour ça, c'est d'enlever la référence de la gravité, c'est de voir si ce mécanisme il marche sans gravité, est-ce que c'est codé avec la gravité ou est-ce que c'est codé sans gravité. Ça nous permet de déchiffrer un petit peu le code et le mystère de cette interaction-là en enlevant les paramètres un par un et en regardant ce qui reste. Donc vraiment l'idée c'est d'enlever toutes les références. On se met quasiment en flottant au milieu de la cabine, on a un casque de réalité virtuelle qui nous simule un environnement qui n'existe pas évidemment. Et puis là on va essayer d'adapter ce qu'on voit avec ce qu'on fait avec la main, c'est cette espèce de coordination dont je parlais tout à l'heure. Et ça permet aux scientifiques d'en apprendre un peu plus sur ce mécanisme là. Alors c'est assez sympa, mais ça dure des heures. Il faut voir qu'on passe des heures dans Columbus attaché, mais il faut souffrir pour la science, c'est normal. Merci Thomas. Tiens, Sophie a encore des choses à nous dire. Thomas parle de GRASP, une expérience qui va de pair avec une autre manipulation baptisée GRIP. Dans les deux cas, le mot GRASP et GRIP en anglais signifie saisir. L'objectif, nous dit Thomas, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau dans une action d'apparence simple, mais que les chercheurs en neurosciences n'expliquent pas encore très bien. En tout cas, sache, Olma, que GRASP, comme GRIP, ne servent pas du tout à étudier le cerveau des astronautes en tant que tel. Les chercheurs profitent seulement d'eux parce que sur Terre, on ne peut pas faire disparaître la gravité, alors que dans l'espace, il n'y a plus de haut, plus de bas, plus de repères pour le cerveau. Comment fait-il pour anticiper le mouvement d'un objet? En comparant les gestes de Thomas sur GRIP et GRASP à Terre et dans l'espace, eh bien, cela doit permettre d'élucider les sens auxquels le cerveau se réfère pour analyser la situation et anticiper l'action. Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est le toucher? Autre chose. À Terre, par exemple, le cerveau utilise d'autres indices, les pieds qui touchent le sol, le poids du corps qui naturellement nous fait ressentir la gravité et contrer son effet quand on lance par exemple un ballon en l'air. Et puis il y a l'oreille interne qui elle aussi envoie au cerveau des informations pour lui indiquer le sens de la gravité. Les capteurs situés sur l'objet que Thomas doit manipuler permettent de mesurer la force, la pression, l'accélération qu'il exerce avec ses mains. Installer ces capteurs est long et fastidieux. Thomas a parlé d'heures de travail. Il a réalisé l'expérience au début de sa mission parce que son cerveau n'est pas encore habitué à la microgravité. À 2 reprises d'ici l'automne, il va la refaire. D'autres astronautes peuvent se porter volontaires pour cette expérience. Il faut un nombre minimum de sujets pour avoir assez de données et les analyser. Mais rien n'est imposé. Il y a tellement de travail à réaliser pour le compte des scientifiques restés à Terre qu'on laisse à chaque astronaute la possibilité de sélectionner les expériences qu'il veut faire parmi un large éventail. Allô Olma, ici Thomas Pesquet, est un podcast original de France Inter. Ouais, mais si, moi c'est ce que j'ai tout le temps fait.